pour le panorama de tourisme. Bienvenue et merci de m'accompagner tout le long de cette vidéo. Merci beaucoup. Cette vidéo portera sur tout ce qui est la culture du Costa Rica. Il y en a 3 vidéos. La vidéo de culture du Costa Rica numéro 1 portera sur tout ce qui est les cultures autochtones ou les peuples amérindiens de notre pays. La deuxième vidéo, culture du Costa Rica numéro 2, portera sur tout ce qui est le peuple non autochtone, c'est-à-dire la culture qui est beaucoup plus présente dans les Caraïbes et dans la côte du Pacifique, et nous parlerons de différentes populations qui sont justement présentes dans notre pays, comme la culture chinoise, la culture caribéenne, et entre autres. Et la troisième vidéo, qui fait partie de ceci, portera principalement tout ce qui est notre langue, sur tout ce qui est cette richesse culturelle dont on est très très fier et notre manière de vivre. Et bienvenue justement. Alors parlons de cette vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de quelque chose qui est pour moi très importante, c'est-à-dire l'identité culturelle. Qu'est-ce que c'est que l'identité culturelle? Ce sont tous les éléments identitaires et des différenciations d'une communauté humaine, c'est-à-dire tout ce qui nous différencie d'autres cultures, que ce soit dans le domaine politique, régional, national, ethnique, justement dans tout ce qui est la religion ou dans notre comportement social. Tout ce qui est en termes de valeurs, des pensées et d'engagement, des langues et des lieux, des pratiques, des traditions, des croyances, et de notre vécu en commun et de notre mémoire historique, c'est-à-dire tout ce qui nous représente en tant qu'êtres humains dans un endroit, un lieu précis, dans une partie de notre planète qui s'identifie comme un territoire avec une culture en commun. L'identité culturelle est celle-ci qui se manifeste à travers justement l'identité patrimoniale, héritée, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris au fur et à mesure de notre vie. En effet, il s'agit d'un patrimoine composé de tous les biens meubles, symboles culturels, tangibles et intangibles, qui sont conservés par les groupes humains qui habitent un territoire spécifique. Les patrimoines culturels, bien sûr, si on comprend le mot culture comme celui qui fait référence à toutes les manifestations tangibles et intangibles créées par l'intellectuel humain au fil du temps, le concept patrimoine culturel va devenir synonyme d'héritage de la culture des peuples construits tout au long de leur développement historique. Le patrimoine culturel n'est pas statique, c'est pas comme une photographie qu'on a prise à un moment donné. Il s'agit tout au contraire d'un processus dynamique. La culture, elle change au fur et à mesure, elle est en constante évolution et elle va avoir de nouvelles significations. Nous, on les voit avec justement les passages du temps. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, il y a 20 ans en arrière, le Costa Ricain n'est pas comme le Costa Rica de nos jours. Alors, le patrimoine culturel d'un pays est classé dans les catégories suivantes, définies par l'UNESCO. Les patrimoines culturels matériels ou tangibles. Celui-ci est constitué des biens qu'on peut justement toucher, qu'on peut bien voir, et plutôt par des choses, pas par des objets, c'est-à-dire des photographies, des livres, l'artisanat, des cartes géographiques, des peintures, et justement les costumes que différentes personnes vont porter, la manière justement de s'habiller. Et immeubles, c'est-à-dire tout ce qui est les édifices, les monuments, les places, les peintures murales, les habitations, les chaussées, les grottes, les aqueducs. En ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel, ou le patrimoine immatériel, celui-ci est constitué des éléments qui ne sont pas justement tangibles, qu'on ne peut pas vraiment toucher, comme l'oralité, les arts, les traditions, les danses. Alors quand on pense au Costa Ricain, il faut se dire que des fois on a une idée très intéressante quand on parle de la culture. Des fois, on a cette tendance à croire que ce sont les grands pays d'Europe qui sont riches en culture et nous, on oublie toute cette richesse qu'on a, toute nos cultures des Caraïbes, toute la manière de vivre des personnes du Guanacaste. On a aussi notre nourriture qui est vraiment très typique de chez nous. On a les Amérindiens, on a les corridas de toros, on a notre gallo pinto, on a aussi une partie qui est très liée à la religion. Et c'est vraiment, il y a énormément de choses qui nous représentent. On a un pays qui est extrêmement riche et ça, il ne faut pas l'oublier.
Et c'est pour ça que je peux affirmer que, si bien le Costa Rica est très réputé pour ses paysages d'une grande beauté, pour la flore endémique et pour sa faune qui est bien protégée, pour sa diversité, biodiversité d'une grande richesse, il faut dire que notre pays, c'est aussi une culture impressionnante, très variée, influencée par la culture autochtone et européenne, et puis par la culture afro-caribéenne et asiatique. Pura Vida est devenu justement notre credo depuis des siècles, et malgré la mondialisation, nos communautés amérindiennes luttent pour y vivre justement en harmonie et en constante adaptation. Toutes nos communautés essayent de sauvegarder notre culture et nos traditions. Et bien sûr, il s'agit d'une raison de plus pour se rendre au Costa Rica et beaucoup de personnes du monde entier viennent, pas seulement pour apprécier la nature, mais aussi pour comprendre comment ça fonctionne et comment est notre culture. Et oui, cette première vidéo porte sur tout ce qui est les peuples autochtones du Costa Rica. J'imagine que ça vous fait penser au cours de l'école primaire où on nous apprenait qu'il y avait des différents groupes, 8 dans 24 territoires différents. Donc tout ça va vous faire revenir quelques temps en arrière. Et nous allons découvrir justement des éléments clés comme l'ethnicité, les recensements, la situation actuelle de nos groupes amérindiens. Donc le Costa Rica compte 8 groupes socioculturels autochtones distincts, le Cabécar, les Briviri, les Anobes, Uñabes, les Terrabas, les Borucas, les Wetar, les Malecus et les Choroteia. Et tous ces groupes différents sont répartis sur 24 territoires et ces groupes parlent environ 6 langues autochtones différentes. Il faut y ajouter justement à cette population des groupes autochtones qui sont venus aussi de l'étranger, des groupes autochtones migrants, des populations migrantes, comme les Miskitos du Nicaragua, qui se déplacent de temps en temps dans notre pays, et les Niabes du Panama, qui, eux, ont formé justement et ont sauvé, ils nous ont permis de sauvegarder la culture de ces groupes ethniques, et qui travaillent dans la production agricole dans différentes régions du pays. En ce qui concerne la quantité ou les recensements, d'après les recensements effectués en 2000 par l'Institut national des statistiques et des recensements du Costa Rica, il y a environ 63 000, justement presque 64 000 personnes qui sont autochtones au Costa Rica, soit le 1,7% de fois on dit le 2% de la population nationale, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans et 4% d'entre eux ont plus de 65 ans. La plupart vivent dans des zones rurales, justement, ou à la péripétie des territoires autochtones, principalement à Punta Arenas et dans la province de Lima. C'est précisément dans le canton de Talamanca qui vit les 60% de notre population autochtone et justement c'est dans ce canton est l'un des 3 les plus pauvres de notre pays, donc on pourrait voir que leur situation actuelle se définit aussi selon le lieu où ces personnes habitent. La situation actuelle, malheureusement, on peut dire qu'au fil du temps, ces communautés ont connu une marginalisation, une exclusion sociale qui les ont justement poussées à tirer le meilleur parti de leurs biens. C'est-à-dire ils ont beaucoup utilisé leur matériel et ceci a eu des répercussions majeures sur le contrôle des terres, l'exploitation des forêts, le développement et la reproduction culturelle. Chacun de ces groupes a ses propres expressions, ses propres manifestations culturelles, dont certaines ont été affectées par la culture dominante et la mondialisation, de sorte que la survie et la reproduction de nombreuses expressions vont varier en fonction de l'insertion de la culture dominante, c'est-à-dire la nôtre, les personnes non autochtones, dans les différentes régions du pays et de la réaction de chaque groupe. Ceci va varier selon justement le passage des années. En ce qui concerne la subsistance de nos groupes autochtones, bien que les moyens de subsistance varient d'un groupe à l'autre, la majorité de la population vit de l'agriculture de base, et dans certains cas uniquement pour l'autoconsommation, et dans d'autres, il s'agit justement de personnes qui vont vendre ces produits biologiques dans la communauté ou dans des villages qui sont prêts. Dans certains territoires, on vit aussi du développement de l'artisanat et de l'activité touristique. Ça, c'est très récent. Par exemple, le territoire Maliku et Boruca, ils vont justement travailler avec certaines agences touristiques, principalement pour attirer le tourisme francophone. Le tourisme francophone, c'est celui qui s'intéresse le plus en termes de culture. En dehors des territoires, les Amérindiens ont la possibilité d'accéder à un éventail plus large d'emplois, tels que l'artisanat, la vente des services, l'industrie, les travaux techniques, et aussi les travaux professionnels, mais bien sûr avec une très grande difficulté par manque d'explication des diplômes, parce que vu qu'ils vivent aussi loin, il n'y a pas beaucoup d'Amérindiens qui vont avoir accès à une éducation supérieure.
Alors, les groupes Québécois. Donc, on avait dit qu'on allait parler des communautés amérindiennes du Costa Rica et on commence par les groupes Québécois qui se trouvent principalement près de Chiripo. Chiripo, on les connaît du territoire de Haute, Chiripo d'Ombal, Nari, Taini, Téliré. Il y a aussi une certaine nombre de la population qui se trouve aux Caraïbes, principalement à Kekoldi. Kekoldi, c'est l'un des endroits les plus importants pour la migration d'oiseaux et il y a aussi le Talamanca Québécois parce qu'on a aussi le Talamanca Bribé. Donc ça, c'est leur territoire. Un territoire avec une superficie de plus de 163 000 hectares. Et la langue qu'ils parlent, c'est la langue québécoise qui est conservée à 100% et divisée en 3 formes dialectales. Quelle est leur histoire et leur trait culturel? La population québécoise occupait plusieurs territoires à travers le pays. Elle a dû malheureusement migrer vers des régions encore plus reculées dans les montagnes. Bien sûr, le fait de migrer un peu se cacher leur a permis de garder leur richesse culturelle, de sauvegarder leur manière de vivre, mais bien sûr, ceci est devenu aussi un synonyme d'abus, d'usurpation et de dévalorisation culturelle au sein de cette population parce qu'elles se sont senties avec un certain rejet. Les processus et les politiques de l'État n'ont pas été ponctuelles et spécifiques au processus de développement de cette population québécoise, bien sûr parce qu'il s'agit d'une communauté amérindienne qui est très reculée. Sur les plans culturels, les Québécois conservent dans une large mesure, outre bien sûr leur langue, les traditions spirituelles et familiales. Les développements de leur culture matérielle, spirituelle et symbolique est compromis, principalement par la destruction des forêts. Bien sûr, si on utilise le bois et la forêt sont détruits en tant qu'occidentaux. Les forêts, ces personnes, québécois, tirent la matière primaire nécessaire du logement et de l'artisanat et tout ce qui est les médicaments et la nourriture aussi de ces forêts. Donc, c'est une matière qui se trouve plutôt en danger. Ils conservent la filiation maternelle des clans. Donc, si on s'est marié, c'est principalement, ils vont vivre plutôt chez le côté maternel, et puis qui s'organise socialement dans l'ordre des relations et même l'identité avec elle. Donc la femme a une très grande importance dans ces groupes. Ils ont une tradition spirituelle, tout ce qui est les traditions, leur spiritualité est fondée principalement sur la figure d'un spécialiste de la connaissance de la médecine traditionnelle. Bon, bien sûr, nous, on les connaît sous le nom de chamans. Euh, dans leur cas, cette personne est connue sur le nom des jaguars, un intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. Les Québécois vivaient de la chasse, de la pêche, de la cueillette, de produits sauvages, mais la pression exercée à la frontière agricole les a contraints à modifier leur mode de subsistance et à produire des biens de consommation nationale, voilà, comme les riz, haricots ou autres. Euh, Certaines personnes migrent vers les localités périphériques pour travailler dans des usines, dans des fermes, dans des maisons. Toutefois, plusieurs d'entre eux se consacrent encore à l'agriculture et à la culture du cacao, des céréales de base, la production des bananes. Et si bien nécessaire, ils vont faire recours à la chasse et à la pêche. Mais à cause du capitalisme, ces groupes dépendent énormément de la culture externe pour vivre et survivre, mais ils ont aussi un changement social qui accapare différents espaces de socialisation. Donc c'est pas si simple pour ces groupes, hein. Bien sûr, ils possèdent leur dieu, appelé Sibou, et en ce qui concerne leur subsistance, d'après Tenorian, il en disait justement que les professionnels utilisent trois bûches formant un poêle qui est placé sur les sols. Donc ils continuent à utiliser leur manière traditionnelle pour faire le feu. Et bien sûr, ils font aussi, par exemple, d'autres manifestations culturelles, c'est leur manière d'utiliser le maïs. Donc, ils vont casser le maïs en pierre pour effectuer une danse. Ils vont aussi effectuer une danse traditionnelle qui s'appelle un bulsiké. Les Bribri, très près du groupe Québécois. Donc, il y a les territoires Talamanca-Bribri. Eux aussi, ils se trouvent à Kekoldi, à Salitre, Cabagra et tout près du Panama à Jorking. Ils ont une superficie ou un territoire qui s'étend sur les 86 000, plus de 86 000 hectares. Ils parlent encore leur langue bribri, avec deux variétés dialectales, mais il faut aussi dire que les nouvelles générations ne maîtrisent malheureusement pas la langue. Il y a donc un décalage entre le nombre de locuteurs en raison de l'insertion d'éducation publique. Ceci s'est fait parce que dans les écoles publiques, on va parler principalement l'espagnol et on va apprendre aux enfants bribri l'espagnol. Donc, eux, ils ont pas d'opportunité de pratiquer cette langue bribri avec
les personnes les plus âgées de leur maison. L'histoire est leur trait culturel. La population Fridis a été longtemps considérée, stéréotypée comme la population autochtone du Costa Rica, mais elle aussi a souffert. Elle a été déplacée vers un territoire très éloigné, de sorte qu'elle partage tout sur la problématique des Québécois, c'est-à-dire qu'en se trouvant aussi éloignés, ils n'ont pas autant d'opportunités que d'autres, et ce sont des cultures très menacées. Les communautés de Bribri, Salitre et Cabagra du Pacifique sont issues des échanges commerciaux avec les habitants de Tellire et des Boca. C'est dans les régions les plus reculées que les coutumes vont se conserver le plus. Dans certaines communautés, l'exposition de population nationale a entraîné la presque perte de leur culture, telle que leur système de filiation maternelle, le manque d'utilisation des langues et des traditions. Donc on va dire justement qu'il y a différents groupes qui ont dû vraiment s'éloigner de tout, mais le contact avec la population occidentale fait en sorte qu'ils perdent un peu leur culture. Ils ont la cosmovision et une subsistance chez les Berbères, c'est très différent. Donc même si les traditions religieuses chez les Berbères sont guidées par les Sagwa, ce sont des personnes qui étudient pendant 10 ans la médecine naturelle, comme les chamans. Il y a aussi des différents rituels. Les nouvelles générations n'apprennent pas des adultes, et l'apprentissage est donc en danger, voire presque perdu. Du même, le développement de la culture matérielle, symbolique et religieuse de cette population a souffert de la destruction de la nature et de l'observation des territoires, ainsi que d'un nombre incontrôlé d'initiatives et des politiques mal avisées, qui ont considérablement transformé la culture du Bribri et accru la dépendance vis-à-vis de la culture extérieure. Donc ces personnes, même notre gouvernement, en voulant aider, a fait des changements au niveau social chez cette population. Les moyens de subsistance traditionnels de cette population ont été mis à mal par la frontière agricole, poussant ces personnes à s'intégrer dans le système de production capitaliste, c'est-à-dire à aller acheter les choses dans les supermarchés tels que nous on le fait et à produire moins justement le produit qui s'utilisait les plus avant. Les personnes les plus âgées parlent leur langue, veulent que leur descendance fasse aussi par la lignée maternelle. On dit qu'il y a plus de 50 clans qui ont été enregistrés pour lesquels il est interdit d'épouser des membres du même clan. Donc, s'il y a une personne qui tombe amoureuse de quelqu'un du même clan, ils ne peuvent pas se marier, donc il doit aller chercher ailleurs. Il convient également de noter que certaines spécialités sont héritées du clan. Le dieu, comme les Kabaka, j'avais dit, il croit du Sibou. Et ils construisent encore des maisons, comme on les voit sur cette photo, tout en haut de la page. Les maisons autochtones, et ils maintiennent l'existence des chanteurs funéraires, les Soukurs ou Isogro et les Bikakla, sortes de maîtres de cérémonie. En outre, ils fabriquent des instruments de chasse, des pêches, et confectionnent des instruments tels que les guiros, les sabacs, c'est-à-dire les tambours, et les maracas et les ducs. C'est une sorte d'escargot ou des coquillages qui permettent de faire la musique. Ils ont encore des enterrements autour de la maison, de leur maison. Ils pratiquent ce qu'on connaît comme la main retournée, les sifflements, la danse du sorgon, animée par des cris et des chants à prairie. Et pour les travaux collectifs, justement, ils vont chanter avant faire leurs travaux en agriculture et la construction de la maison conique de Talamanque. Du point de vue de l'économie et des activités de subsistance, la production de subsistance continue dans les régions montagneuses. Dans la vallée, essentiellement, ils vont produire principalement de la banane, parce qu'il s'agit d'un produit de base et bon marché. Mais ils vont aussi également utiliser le maïs, le riz, les haricots rouges. Ils vont se nourrir principalement des tubercules et du fruit du palmier à pêche, qu'on connaît comme pehibayi, et du cacao. L'alimentation est complétée par le levage des poules et justement de porcs et par la chasse des petits animaux sauvages. Mais ça, c'est un peu plus rare. La population Nabé ou Niobé. La population est estimée à environ 3500 autochtones. Il s'agit d'un groupe d'origine panaméenne. Ils sont originaires de la vallée de la Luna, située au sud des montagnes du Cherokee. Leur territoire va s'étendre sur une superficie d'environ 28 000 hectares et qui se divise en 4 petits territoires, Cotonou, Sabro, Montezuma, San Antonio de Osa et Contoburica. La langue, en ce qui concerne la langue, il faut dire qu'ils parlent 2 langues, les Niobé et les Buglé, mais il y a aussi des différentes variétés dialectales et la langue est
complètement conservée malgré les divers changements. Elle est parlée à 100%. Il faut se dire aussi que même si ces personnes parlent l'espagnol, comprennent l'espagnol, et elles ont choisi de parler principalement entre eux leur langue. Donc, des fois, ils parlent 100% leur langue et ils se disent, oh, oui, on comprend, on parle espagnol, mais on préfère garder notre culture. Et ils vont essayer de parler, certains d'entre eux, le moindre espagnol possible. Parmi les traditions, telles qu'on les voit sur les photos, ils conservent des coutumes enracinées. Ils vont croire justement les croyances des dieux en propre Nubu et un dieu maléfique représenté par les mauvais esprits. Ils pratiquent les mamachis, culte des grands adeptes dès l'apparition de la Vierge à une indienne, se constituant le chef suprême de la doctrine. Ils utilisent des remèdes naturels et gardent les structures des maisons autochtones. Ils utilisent la peinture faciale lors de certaines cérémonies et on peut dire, et c'est vraiment à admirer, que les femmes de ce groupe ethnique sont les seules au Costa Rica dont le pays a conservé leurs vêtements traditionnels. Ils ont leurs propres croyances, ce qui concerne la naissance, la mort, la puberté et le mariage, et ils pratiquent comme d'habitude des danses, des grandes fêtes, une fois par an ou lors d'occasions spéciales. Ils ont une pratique très intéressante, c'est un jeu qui s'appelle la balseria, qui est justement une expression suprême, sa signification se multiple, c'est justement, d'après Tenorio, pour représenter l'amitié, la rivalité, la concurrence, entre autres. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir cette représentation lors d'un circuit que j'avais fait, un circuit culturel, et c'était très intéressant de voir comme les personnes prenaient un grand bâton assez lourd et il est lancé au pied du rival pour le faire tomber. Donc c'était très intéressant, c'était entouré par des cris, par la joie immense. Donc pour ce faire, bien sûr, ils font bien la fête, ils vont prendre de la chicha, ils préparent des repas, ils utilisent des tiges, des radeaux et concourir ces groupes en solitaire les uns contre les autres. Ils fabriquent aussi des chakras, qui sont des colliers géométriques d'une polychromie voyante, élaborés avec des perles obtenues à partir des coquillages. Bien sûr, ils vont mettre un os par-ci par-là, et principalement portés par les hommes pour montrer un peu leur virilité. L'économie et les activités de production, malheureusement, la majorité des choses qu'ils produisent vont être non rémunérées. La production de cacao, des céréales de base, des bananes, des tubercules, de fruits du palmier, pays baillés, et des haricots rouges, des fruitiers, des élevages aussi des porcs, des volailles, sont justement complétés par la pratique de la chasse et de la pêche. Nombre d'entre eux, c'est pour ça qu'on a eu cette grande migration du Panama, nombre d'entre eux travaillent dans les plantations de bananes, de café et des cannes à sucre, où ils constituent une excellente main-d'œuvre, mais ils souffrent justement parce que ce sont des personnes qui sont exploitées par certaines industries. Donc, c'est assez triste un peu leur réalité. C'est les personnes qui luttent le plus pour conserver leurs coutumes, leurs traditions, et on vient justement de s'en servir d'eux sans leur payer comme il fallait. Après, nous avons les Bourroukas, aussi pas si loin d'autres cultures. Justement, ils se trouvent à Curé de Rabat et leur territoire s'étend sur 23 000 hectares. Donc on peut penser que c'est grand, mais c'est assez petit. Ils parlent pas la langue. Leur langue a été abandonnée et seulement quelques personnes âgées vont comprendre cette langue, mais ils ne parlent pas non plus. Il y a beaucoup d'initiatives pour la récupération de la langue. C'est bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la part des plus jeunes. Ils se disent qu'apprendre une langue autochtone ne garantit pas grand-chose. Ils préfèrent justement apprendre une langue plus fonctionnelle, telle que l'espagnol, l'anglais ou autre. Leur histoire et leur caractéristique culturelle. Donc c'est une population qui était vraiment, d'après plusieurs historiens, il s'agit de la culture la plus touchée par la culture occidentale. À la fois, il s'agit justement d'une raison des proximités de ces territoires au monde occidental et en raison de son importance pour le développement des diverses activités économiques de la société dominante. Par exemple, ce sont des personnes qui travaillent principalement dans l'élevage, dans le commerce et dans les transports. Aujourd'hui, cette population subit également la plus forte usurpation des territoires, comme par exemple, il y a eu une initiative quelques années en arrière de l'Institut costaricien d'électricité qui visait à déplacer toute la population autochtone pour la construction d'un projet hydroélectrique. Ça a fait un boom dans les réseaux sociaux, c'était à la télé justement parce que cette personne faisait la grève pour ne pas être justement exclue de ce territoire, et cet impact a entraîné une destruction dans la société, dans la population burkase, et ils ont beaucoup souffert. Ces pressions ont conduit à l'abandon de nombreuses coutumes. Toutefois, plusieurs personnes et initiatives ont relancé la culture borouka en organisant des célébrations, des projets de restauration de la langue, en diffusant la radio culturelle borouka et surtout en développant l'artisanat avec divers groupes de femmes et de jeunes
L'université du Costa Rica a beaucoup à voir et d'autres universités aussi, parce qu'ils essaient justement d'apprendre à ces personnes-là, de sauver, sauvegarder leur culture et en offrant aussi l'opportunité à ces personnes de travailler dans le tourisme. Donc c'est ainsi que le tourisme devient une motivation pour que nos Amérindiens Boruca veuillent à sauvegarder leurs traditions. Euh, les coutumes traditions les plus connues sont principalement l'agriculture. Maintenant, ils sont très connus dans notre pays grâce à leur masque boruca, leur tissu, leur teinture naturelle. Et il y a une fête qui s'appelle la Fiesta de los Diablitos, dont je parlerai par la suite. Et il y a justement, disons, une manière de préparer la viande qui est vraiment à eux. C'est la viande fumée. J'ai eu l'opportunité de goûter. C'est une tuerie, c'est très 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 bon. Et ils font de la chicha. Donc là, vous pouvez apprécier un peu plus les masques burkina. Puis, bien sûr, il y a d'autres beaucoup plus colorés. L'identité burkina est liée fort au respect de l'histoire et justement des histoires de leur tribu. Il a utilisé ces masques principalement dans l'unique but d'être arborés lors de la Fiesta de los Diablitos, littéralement la fête des petits diables. Et le festival qui a lieu tous les ans, du décembre au 30 décembre jusqu'au 2 janvier, c'est une célébration qui commémore la lutte acharnée des Borucas, des Amérindiens, contre les conquistadors. C'est une sorte de théâtre dans lequel, pendant 4 jours, les petits diables, les Amérindiens affublés des masques effrayants, affrontent à travers des grandes danses et des jeux les symboles du torrent et de l'oppression espagnole. Plus qu'un simple festival, ces cérémonies permettent de communiquer avec l'esprit des guerriers des Burkas. Ils veulent remercier avoir leur lutte pour la liberté. Les masques sont taillés en bois du balsa avant d'être polis et puis de passer aux mains des peintres. C'est magnifique, justement. Des fois, on trouve des magnifiques couleurs et représente souvent des animaux extraordinaires et terrifiants. C'est justement une expression d'une tradition qui essaye de perdurer. Donc, je vais essayer peut-être de mettre la vidéo. Para nosotros es un homenaje a todos esos antepasados que lucharon en su momento contra la invasión de los españoles, y es una forma de rememorar esto y agradecerle a ellos, de tratar de mantener siempre vivo esa cultura, esa identidad como tal, y que nosotros como jóvenes tenemos que mantener. Justement dans les territoires des Taraba. Et au Costa Rica, cette population est voisine de Boruca et elle partage la même situation de déstructuration sociale due à la pression exercée sur ces territoires et sur sa culture. C'était très près justement d'une culture dominante, la nôtre, et les formes traditionnelles d'expression culturelle et de subsistance en étaient majoritairement abandonnées à cause de leur territoire conquis par cette culture occidentale. Mais les Terrabas sont sollicités de l'aide au groupe amérindien panamien qui conserve encore de nombreuses traditions et qui ont justement encouragé la langue et la culture, les relations familiales et l'installation de quelques Panamiens au Costa Rica. Ils fabriquent des paniers de différentes tailles, des hamacs tisés à la main avec mahagua, justement un tissu très résistant d'une plante d'origine tropicale, et des articles en bois, des lauriers et des cèdres tels que des pylônes, des tambours et surtout des canoës. En ce qui concerne l'économie et les activités de subsistance, ils produisent des haricots, du riz, des bananes, du cacao, du manioc et de l'orange. L'orange est la principale source de revenus. En outre, ils élèvent des canards, des dindes, des poules de porc. Vous voyez là où se trouve en rouge le Boruca et juste à côté dans cette carte en jaune assez clair les groupes Terraba. Comme ça, vous voyez un peu leur situation géographique. Et puis, on peut aussi voir le groupe Ouattar dans la langue disparue. C'est un territoire, tout petit territoire qui se trouve à Kitirici, sa patronne, et avec une superficie de moins de 4000 hectares. Ces populations est bien sûr l'une des plus importantes du Costa Rica parce qu'elle s'étendait avant dans les passés. C'était l'une des plus grandes
population et s'est étendue à travers la vallée centrale et sur les deux côtes, justement la côte Caraïbe et la côte Pacifique. Elle a été presque entièrement exterminée, malheureusement, et les systèmes sociaux et culturels ont été complètement détruits au 19e siècle à cause des déplacements forcés dus aux productions agricoles. Donc on faisait justement ces gens quitter leur territoire parce qu'on allait faire des productions agricoles, principalement en ce qui concerne le café. Aujourd'hui, il ne reste que des petites populations particulièrement concentrées dans les cantons du Pauliscal et des Moiras de San José. Et la culture et les matières développées par les communautés sont rares, car elles ne représentent que 30% de leur territoire et se concentrent fortement sur l'artisanat, la teinture des aliments et des boissons, ainsi que sur une riche tradition orale et des activités communautaires telles que justement la production de la chicha et les travaux communautaires. Ils fabriquent également des produits artisanaux tels que les pétates, justement les paniers et des chapeaux, et qu'ils vont vendre dans leur communauté ou dans des centres artisanaux de la ville. De même, les communautés œuvrent, eux, ils essayent un maximum à récupérer et sauvegarder la culture en promouvant la rééducation culturelle, religieuse et artistique. Puis nous savons le groupe Chorotega, c'est un groupe que, en tout cas moi, je vais très souvent dans cette région. Il s'agit d'un groupe qui a perdu sa langue, qui a en grande partie perdu ses traditions. C'était les premiers à être un peu découverts par les Espagnols. Et puis malheureusement, tout ceci a été assimilé par les systèmes de vie rural. Donc les seules choses qui subsistent de leur culture ancienne sont les recettes typiques à base de maïs. C'est pour ça que dans la province de Guanacaste, on a une nourriture très riche au maïs. On a aussi les savoir-faire curatifs de nombreuses plantes médicinales et quelques histoires. Ils vont raconter un peu en tradition orale basée sur les résultats des croyances ancestrales telles que ils vont parler des terreurs, ils vont parler des sortilèges, des expériences inexplicables. Ensuite, il y a l'utilisation des vases, des bols, des pots en terre, en céramique, des cuisinières en bois ou en métal. Ils ont une production des poteries de céramique de White Hill. C'est un endroit qui a justement essayé de protéger ses coutumes ancestrales. Et ils ont justement gardé le dessin et les formes, les couleurs et la technique sont toujours conservés pour la production de cette poterie dans cette région de Guanacaste. En ce qui concerne l'économie et les activités productives de subsistance, ces personnes cultivent les céréales de base, les fruits, la canne à sucre et tout ceci est complété par un élevage de volailles et de porcs. La population Malékou, j'habitais pas loin de cette région, il s'agit d'une population très petite, avec 1000 personnes autochtones qui se trouvent, qui vivent en 2000 hectares, 2700 hectares. C'est un seul territoire appelé Guatuso, dans le canton de San Rafael de Guatuso, tout près de Upala. Et ces autochtones vivent dans trois communautés Margarita, Tongibe et El Sol. Ils vivent aujourd'hui dans des petites maisons en boîtier. C'est un peu comme les maisons que nous avons dans les régions rurales qui sont construites par l'État. Ils n'ont pas des maisons traditionnelles, ils sont tous des maisons semblables à celles que nous avons, même à la vallée centrale. Ils conservent la langue et ils possèdent leur dieu qui s'appelle Toku et le diable appelé Maika. Ils pratiquent l'artisanat et certaines coutumes comme l'enterrement des morts chez eux et la non-consommation de la viande d'animaux à cornes, donc le bœuf, entre autres, et d'animaux marins, parce que pour eux, ce sont des animaux qui appartiennent au diable, c'est-à-dire à Maika. Et en ce qui concerne l'économie et les activités de subsistance, ils se consacrent à la culture des céréales de base, ainsi qu'aux fruits du palmier, en pêche, tubercules, bananes, cacao, des ventes justement de l'artisanat. Récemment, ils ont fait des incursions dans le tourisme, pour lesquelles ils ont sauvé quelques chants, quelques danses, et ils ont incorporé les mastaté comme vêtements pour ces événements culturels d'intérêt touristique seulement. Donc dans cette deux photos-là, j'ai pris cette photo en avril, j'ai eu l'opportunité d'emmener ma famille, donc là vous allez voir mon épouse, ma belle-mère et mon beau-père. Et on a eu la chance d'être accueillis par Jimmy. Jimmy, c'est une personne autochtone qui essaye de sauvegarder au maximum cette culture. Il a pris justement par devoir, il s'est dit je vais sauver la langue et il travaille ainsi que sa soeur et toute sa famille avec à l'université du Costa Rica. Il s'essaye vraiment au maximum de pouvoir partager leurs souhaits, c'est de partager leur cosmovision et leur manière de vivre. Et oui, ils le savent, ils le disent, ils sont conscients que malheureusement la culture occidentale a une grande importance chez eux,
mais ils essayent justement montrer au monde comment ils vivaient avant. Donc, quand ils font des présentations, par exemple, ils vont faire du théâtre, ils vont s'habiller comme avant, ils vont aussi faire leurs habits comme avant, avec des plantes ou autres. Et pour moi, c'est un spectacle incroyable. Ils nous ont appris à faire aussi de l'artisanat avec eux. Et moi, je vous conseille vivement, si vous avez l'opportunité d'aller voir ce groupe, de vous mettre en contact et de profiter aussi. Et si vous avez des touristes qui viennent et qui cherchent une activité éco-responsable et vraiment autochtone, il faut leur envoyer chez eux, justement dans leur territoire Malékou, Karachi, U. Et comme je disais, eux, ils essayent vraiment de conserver au maximum leur langue parce que elle a tendance à disparaître. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises justement pour sauvegarder cette culture. Et elle est justement, c'est facile, c'est très facile d'accès quand vous allez vers le village de Guatuso. Et nombre des premiers habitants de cette région en étaient des immigrants Huetar et Chorotega. Donc, ils gardent aussi une partie de cette culture, ainsi que d'autres ethnies et qui ont fui la colonie. Donc, ils forment un mélange culturel qui a convergé vers la culture maléco. Ils s'étendent sur des territoires les plus vastes et conservent de nombreuses caractéristiques de leur culture dont ils vivent justement, par exemple, avec des systèmes familiaux, des filiations bilatérales. Depuis le milieu du siècle dernier, cette population a été touchée par les relations de la société dominante. Auparavant, elle conservait son autonomie culturelle et elle a perdu des territoires et bien sûr des aspects culturels, ce qui a eu pour effet d'émigrer dans les zones de travail et des villes. Beaucoup d'entre eux ont dû justement chercher un travail dans l'agriculture ou autre parce qu'elle cherchait des meilleures opportunités. Cette personne cherchait des meilleures opportunités. Si bien qu'en 1996, en 1996, elle ne résidait que sur le territoire autochtone, moins que l'ensemble de la population à l'écoute. Donc cette pression foncière, parce qu'avant ils ne pouvaient pas vivre dans leur territoire, a également déclenché des conflits internes, la communauté n'étant pas en mesure d'assurer un espace de vie et de travail. Ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert. Et des fois, j'entends des gens se moquer de «Ah, mais pourquoi? Ils ont perdu leur tradition, pourquoi ci, pourquoi là?» Et puis, bien sûr, quand ils envoient leurs enfants à l'école, ben, on leur parle que dans la langue espagnole. Et des fois, il y a eu des moqueries, ils ont aussi vécu justement des choses affreuses parce qu'on s'est moqué de leur manière de vivre. Donc maintenant, ils s'essayent, tel qu'on le voit dans la photo, avec cette fille qui est habillée comme ils s'habillaient avant. Donc maintenant, ils vont tout faire pour représenter ceci. Je connais cette personne et puis ils sont aussi également étudiés le tourisme pour offrir de meilleurs services. Donc ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler avec un tourisme francophone et anglophone et aussi avec des écoles locales. Donc voici justement ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez apprendre justement plus d'autres choses, plus d'informations, n'hésitez pas à aller plus loin. Vous pouvez regarder la vidéo des pueblos indígenas du Costa Rica. Et c'est une vidéo créée par Museos del Banco Central. Il y a aussi sur le site de l'INA, vous pouvez chercher etnias autóctonas actuales, donc ethnies autochtones actuelles. Et vous pouvez vraiment